Vous écoutez ou regardez Confidentiel, le podcast de Belle et Rose. Bonjour déjà. Cet été, la team Belle et Rose vous a proposé de poser toutes vos questions sur des thèmes que nous avions préparés avec l'équipe médicale de Belle et Rose, notre belle team, les Singulières. Et alors grâce à vous, on a reçu énormément de messages et ensemble on a pu travailler pour vous rapporter les réponses les plus justes et les plus utiles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée de cette super équipe de Singulières. Donc Fanny. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es gynécologue, obstétricienne spécialisée en chirurgie du cancer du sein et de la reconstruction. Oui, c'est ça. Ok. Ludivine. Oui. T'es sage-femme spécialisée dans la prise en charge des douleurs génitales. C'est ça. Marie, toi, t'es gynécologue et sexologue. C'est ça. Et enfin, Faustine, toi, t'es psychiatre. Exactement. Ok. Pendant ce podcast, nous allons tout ensemble échanger, répondre à certaines de vos questions et vous apporter des éclairages pour vous accompagner au mieux. Nous n'allons pas avoir évidemment le temps aujourd'hui de répondre à l'ensemble des questions, mais les Singulières y répondront dans des tutos qui vous seront proposés très rapidement. Merci d'être avec nous aujourd'hui, merci de votre confiance et surtout n'hésitez pas à continuer à nous écrire et à poser des questions et à faire vivre cette belle communauté qui est Belle et Rose. C'est parti ? On a publié plusieurs thèmes qui nous semblaient importants d'évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, la prévention et le dépistage, puis la chirurgie du cancer du sein, évidemment la sexualité pendant et après le cancer, et pour terminer, l'équilibre et la santé mentale après le cancer pour les roses, mais aussi pour les accompagnants. Je propose qu'on commence par le premier, la prévention et le dépistage. Si ça vous va, je vais poser les questions qu'on a reçues sur les réseaux. La première, c'était à quel âge faut-il commencer les mammographies de dépistage ? Alors, en général, pour les patientes, toutes patientes, le dépistage organisé existe et il commence à 50 ans jusqu'à 74 ans. Faire des mammographies tous les 2 ans avec plusieurs lectures par 2 radiologues différents. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, toute la population. Et après, il y a des dépistages qui sont plus spécialisés en fonction de certains facteurs de risque particuliers. Donc on peut personnaliser le dépistage chez certaines patientes qui vont devoir commencer plus tôt parce qu'elles ont des autres cas dans leur famille ou qu'elles ont des facteurs de risque particuliers. Toujours sur le même sujet, est-ce qu'il y a des signes précoces du cancer du sein qu'on peut repérer soi-même ? Oui, là, pour le coup, ce qui est important, c'est l'auto-examen des seins. On sait que la première consultation gynécologique en France, elle commence à 25 ans et on apprend aux patientes en fait à faire un auto-examen des seins, une autopalpation, et on va leur expliquer comment elles vont pouvoir observer leurs seins. Donc on fait toujours ça en deuxième partie de cycle, donc après les règles. Et tout changement qui va leur paraître suspect, donc une grosseur, un changement d'aspect de la peau, un écoulement du sein, doit les amener à consulter un spécialiste assez rapidement. Donc c'est pas forcément tout le temps synonyme de quelque chose de grave, de cancer, mais justement c'est un point d'appel et il faut consulter, c'est important à ce moment-là. Palpez-vous. D'ailleurs, normalement, à partir de 25 ans, en plus de l'autopalpation, chaque femme devrait avoir une palpation mammaire par un médecin ou une sage-femme. Donc ça peut être un médecin généraliste, une sage-femme, un gynéco, peu importe. Mais même si on ne va pas chez le gynéco, parce que ça peut bloquer certaines personnes qui n'ont pas envie d'y aller, le médecin généraliste peut tout à fait faire la palpation mammaire. Donc c'est important. Je crois qu'elles reçoivent maintenant un appel, un courrier. Même ça fait partie des dépistages organisés. Elles reçoivent un courrier à 25 ans pour le premier examen gynécologique qui comprend l'examen de la poitrine. Donc c'est assez bien organisé. Je trouve que c'est... Enfin, je sais pas si c'est la vérité, mais je trouve que c'est un peu tard. Ah non, c'est la vérité, mais... Enfin oui, non, mais genre, c'est pas ça que je veux dire. Bien sûr que c'est la vérité, évidemment, vous êtes en train de le dire, c'est votre métier. Mais c'est hyper tard d'apprendre aux jeunes femmes à s'autopalper à 25 ans, non ? Après 25 ans, c'est aussi l'âge du premier frottis.
Donc ça permet de rentrer dans une consultation gynécologique. D'accord. C'est pas vraiment lié, mais en tout cas nous on les voit particulièrement à cet âge-là parce qu'en général elles reçoivent aussi l'invitation au dépistage pour le premier frottis. Okay. Donc on en profite pour leur parler de prévention à ce niveau-là et à commencer les examens mammaires à ce moment-là. Mais effectivement on sait bien que ça peut arriver avant. Ouais. Okay. Après c'est vrai que ça reste quand même rare avant, heureusement. Et après, les jeunes filles qui grandissent dans des familles où il y a beaucoup de cancers du sein, etc., forcément, elles vont être plus sensibilisées à ça et probablement qu'elles auront cette conversation avec leur médecin traitant ou avec quelqu'un de leur famille plus tôt que les autres. Mais disons que 25 ans, c'est pour la population générale. Déjà, c'est pas mal parce qu'au final... Enfin voilà, c'est pas toujours facile à 25 ans d'aller chez le gynéco, ça fait peur à plein de monde. Donc voilà, déjà si 25 ans on commence à s'y intéresser bien, c'est déjà chouette. Merci beaucoup. Le deuxième thème, il portait sur la chirurgie du cancer du sein. Donc la première question, c'est quelles sont les différentes options chirurgicales, tumorectomie, mastectomie, reconstruction? Alors, vaste question. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que l'important dans la chirurgie du cancer du sein, c'est d'enlever le cancer dans sa totalité et en un seul morceau, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, le cancer, il peut être à un endroit, parfois il est à plusieurs endroits dans le sein, parfois il est petit, parfois il est gros. Et qu'en fait, en fonction de ça, on adapte le geste chirurgical. C'est-à-dire que soit on va faire ce qu'on appelle une tumorectomie, c'est-à-dire on va juste enlever la tumeur, plus ou moins grosse. On peut même parfois enlever des grosses tumeurs en laissant, en gardant le sein, avec parfois des techniques de chirurgie plastique qui vont se greffer sur la technique de tumorectomie simple pour rendre le sein joli et garder une forme qui soit sympa. Et parfois on peut pas parce que les tumeurs sont trop loin, parce qu'il y en a trop, parce qu'elles sont trop grosses. Et dans ces cas-là, on est obligé d'enlever le sein complètement. C'est ce qu'on appelle la mastectomie. Et là après, c'est souvent laissé au choix de la patiente, c'est-à-dire que soit on enlève le sein et c'est tout, soit on peut dans le même temps le reconstruire. Donc ça c'est vraiment, il y a quelques contre-indications mais qui sont rares, sinon en général c'est les patientes qui choisissent ce qu'elles souhaitent au final. Et du coup on peut complètement, c'est un peu ce à quoi tu as répondu, donc je vais plus le tourner comme une affirmation qu'une question, mais donc on peut complètement choisir de pas du tout faire de reconstruction. Oui bien sûr, il y a des patientes qui souhaitent pas, parce que d'abord ces interventions de reconstruction ça peut parfois compliquer un petit peu le geste chirurgical, donc il y en a qui peuvent être effrayées ou pas prêtes pour le moment. Après c'est pas parce qu'on le fait pas en même temps qu'on peut pas le faire plus tard. Donc certaines patientes sont dans l'idée du traitement et elles ont pas forcément envie de faire ça maintenant, mais ça peut être fait plus tard aussi. Ok. Et du coup, une fois qu'on a eu toutes ces possibilités-là, est-ce qu'il y a des techniques pour atténuer les cicatrices d'une poitrine ? Alors, atténuer les cicatrices, ça dépend. Normalement, les cicatrices de la poitrine sont pas censées être trop visibles. S'il n'y a pas de complications de cicatrisation, les techniques chirurgicales font que les cicatrices doivent rester fines. Après, parfois, c'est pas le cas. On le sait, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des traitements avant ou après la chirurgie, comme la chimiothérapie, par exemple, qui peuvent rendre les cicatrices un peu plus visibles. Et dans ces cas-là, après, soit il faut carrément réopérer pour enlever ces cicatrices et en refaire d'autres. Soit il peut y avoir des traitements dermatologiques aussi. Et est-ce qu'une deuxième, dans ce genre de cas, une deuxième opération, elle est considérée comme de la reconstruction ou comme de la chirurgie esthétique ? Alors en fait, dans le cadre de la reconstruction mammaire, c'est très rare qu'on ait
qu'on puisse tout faire en une seule fois. Oui, bien sûr. Donc souvent, il y a plusieurs interventions qui sont nécessaires pour obtenir un résultat final qui soit satisfaisant pour la patiente. Alors après, ça dépend bien sûr des attentes de chacune, hein, mais toutes les chirurgies, toutes les interventions qui vont être nécessaires pour améliorer le résultat d'une reconstruction post-cancer sont prises en charge de la même manière que la première par la sécurité sociale, et il n'y a pas de délai à respecter, c'est-à-dire qu'on peut très bien être satisfaite de quelque chose, puis parce que notre morphologie change ou autre, devoir y revenir après. Ça, c'est tout à fait possible. Un thème qui revient souvent chez les roses et qui pourtant reste encore parfois tabou, c'est celui de la sexualité pendant et après le cancer. Donc la première question qui pour moi est vraiment évidente, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver confiance en son corps après des interventions comme celle-ci ou des traitements sur sa poitrine? Alors c'est un chemin qui peut être un peu long parfois. On vient de parler de chirurgie, donc le corps change après la chirurgie du cancer du sein. Il y a des cicatrices qui sont pas toujours visibles, mais qui sont quand même là, qui vont laisser une marque physique, mais aussi psychologique. Donc effectivement, il y a cette modification du corps et la perception qu'on va avoir de son corps, l'image corporelle va être pas forcément très positive à ce moment-là, et ça va être un vrai cheminement que d'arriver à reconsidérer ce corps comme quelque chose de positif. Donc après, moi je rencontre des patientes en consultation qui vont soit avoir des difficultés à regarder leur poitrine, à la toucher. Parfois c'est le conjoint aussi qui, par peur de faire mal juste après les opérations, va ne pas oser. C'est une zone quand même, on parle de la poitrine, donc c'est quand même un symbole de la féminité qui est assez important, voire en sexualité d'une zone véritablement érogène. Et à ce moment-là de la vie de cette femme, c'est un symbole de maladie. Donc effectivement, ça peut être un peu complexe. Après, il y a tout un cheminement vers l'acceptation qui est important, qui peut nécessiter des soutiens. Donc il va y avoir des groupes de soutien, des thérapeutes formés pour accompagner ces femmes-là. Moi, en pratique, je leur dis beaucoup, par exemple, de passer du temps devant le miroir pour accepter cette nouvelle image, ce qui va être très très important. On va en parler ensuite dans la sexualité derrière, pour retrouver de l'intimité, retrouver confiance en soi. Et puis après, notamment l'association Belle et Rose propose plein de choses. Ça peut être des séances photos pour reprendre confiance en soi. Ça peut être reprendre... Alors après, il y a plein d'activités qui sont proposées et qui vont faire qu'on va se sentir à nouveau bien dans son corps. Ça peut être reprendre le sport, par exemple, si on était quelqu'un de très sportif, ou même on ne l'était pas, mais du coup on a envie de s'y mettre. Et ça permet vraiment de reprendre confiance en son corps. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent faciliter le cheminement vers l'acceptation, pour que cette poitrine, qui est vraiment le symbole d'une maladie à ce moment-là, devienne petit à petit symbole de guérison, et puis après qu'elle puisse reprendre cette place dans le corps du symbole de la féminité, vraiment, et ça peut être un peu long. Ouais. Et tu as commencé à en donner quelques-uns, mais je vais être un peu plus spécifique. Est-ce que vous avez des conseils pour parler de sexualité avec son ou sa partenaire pendant les traitements? Et est-ce qu'il y a des solutions du type lubrifiant ou dispositifs médicaux pour pallier à la sécheresse vaginale pendant les traitements? Alors après, je te laisserai peut-être faire la deuxième partie. Moi, je reçois les patientes toutes seules, mais aussi en couple, parce qu'effectivement, la sexualité, elle peut se vivre seule, mais elle se vit aussi à deux. Le cancer du sein et les traitements du cancer du sein vont avoir un impact dès l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements, et même encore après, sur toutes les phases de ce qu'on appelle la réponse sexuelle, donc sur le désir, l'excitation, le plaisir. Toutes ces phases-là peuvent être altérées. On parlera juste après de douleurs, notamment en lien avec la sécheresse vaginale. La première chose qui paraît évidente, mais c'est d'en parler.
et d'en parler évidemment avec son conjoint, mais pas que. Parfois, on a besoin d'être accompagné parce que la communication peut être compliquée déjà au départ ou tout simplement dans ce cadre-là. Donc, il y a des consultations spécialisées qui sont là pour ça. Faut pas hésiter à faire appel à des personnes pour ouvrir la discussion. Je crois que les choses qui paraissent les plus simples, mais les plus efficaces, ça va être de trouver, déjà d'en parler au bon endroit, au bon moment. Voilà, prendre un temps dédié pour discuter de ça et avoir un vrai échange autour de ça. De parler déjà de ce qui va bien. Moi, je dis beaucoup ça aux patientes, parce que tout ne va pas mal dans la sexualité à ce moment-là, mais déjà d'arriver à mettre en avant, bon, voilà, tout ça, ça va bien entre nous. Tout ça, c'est génial, ça n'a pas changé, c'est même encore mieux, pourquoi pas. Par contre, à ce niveau-là, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Donc, faut être le plus sincère possible, faire le moindre reproche possible. C'est très important de formuler les choses avec le jeu. On dit beaucoup ça, plutôt que de dire tu fais ça ou tu ne fais pas ça et ça ne me convient pas. C'est je ressens ça. Donc c'est moins vécu comme un reproche par le conjoint ou la partenaire. Et après, ça va être d'écouter aussi ce que le ou la partenaire a à dire, parce que souvent la personne en face a aussi des difficultés dans ce cadre-là, pour trouver des solutions ensemble, quitte à être accompagné par un thérapeute, un sexothérapeute. Et puis la sexualité, on va en parler juste après. Quand un rapport est douloureux, moi, une des premières choses que je dis aux patientes, c'est que il y a plein de manières d'exprimer sa sexualité, son intimité, sa complicité dans le couple, sans passer forcément par de la douleur. Voilà, par de la douleur. Et ça peut même être un moyen de redécouvrir sa sexualité différemment. Et parfois, on a des bonnes surprises. Bien sûr. Et juste pour revenir sur un truc que je pensais tout à l'heure, dans l'acceptation de son corps, comme je disais, pour le coup, la chirurgie, on n'est pas obligé d'y penser au moment de la maladie, mais dans tout ce processus derrière de reconstruction de soi-même, d'acceptation de soi, en fait, souvent, comme les patientes, elles sont plus dans le flot des médecins, je vois le chirurgien, je vois l'oncologue, elles y pensent pas forcément et on pense pas forcément à les adresser au chirurgien à ce moment-là. Mais en fait, je pense que c'est important, il faut qu'elles se disent que s'il y a quelque chose sur leur corps, enfin, si elles bloquent sur un truc, vraiment, d'aller quand même poser la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pas arranger? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligé d'être là comme ça? C'est sûr, hein, nous on leur rendra jamais leur sein. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais par contre, on peut aussi améliorer des choses et faire en sorte que justement l'image dans le miroir soit un peu moins difficile à accepter, et ça peut donner un petit coup de pouce pour justement arriver à se dire, des fois c'est pas grand-chose, mais il y a des choses qui font bloquer, et de se dire, ah bah ça, maintenant je l'ai plus, en fait je me sens bien, et du coup je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir discuter avec mon conjoint, je vais me relancer dans une démarche un peu positive. Donc je pense que c'est important à souligner que même si ça fait longtemps, ce cancer, même si il faut y penser, quoi. On avait dit aussi, c'était qu'il y avait 2/3 des patientes qui arrivaient à justement aller mieux grâce à des, entre guillemets, des petits soins. Donc ça passe par le vernis adapté au traitement, par les prothèses capillaires, en fait, des choses qui vont améliorer leur image justement quand elles vont se voir dans le miroir. Bien sûr. Après, en parler, tu disais en parler à son partenaire, bon, tu disais oui, la sexualité ça se vit seul ou en couple, mais aussi les professionnels de santé, mais que ce soit des fois juste l'infirmière qui vient brancher le cathé en chimio, en lui disant là ça va un peu mieux, en fait j'ai eu 3 semaines de répit, j'ai essayé de retrouver une intimité avec mon mari, mais il se passe ça. Si l'infirmière elle n'est pas en mesure, ou le professionnel de santé qui est présent n'est pas en mesure de lui répondre là tout de suite et de lui trouver une solution, on doit être capable aujourd'hui, et je pense que c'est depuis 2017 on en avait parlé, ça, quand on avait fait les soins de support, en fait, justement améliorer la vie intime et par ce biais-là, l'image que ces femmes vont avoir de leur nouveau corps, ça fait partie des soins de support depuis 2017.
Alors c'est sûr que dans le cadre d'un traitement, c'est pas, comme tu disais, la priorité, c'est-à-dire qu'on va envoyer vers le chir, le cardio, l'onco, et on va pas forcément demander à la patiente, et la patiente elle non plus, elle est pas dans ce schéma-là, puisqu'elle veut avant tout se soigner et se guérir, mais bon, faut penser quand même qu'à 5 ans, il y a quand même plus de 80% de guérison. Ces femmes-là, on en fait quoi après 5 ans? Il faut qu'elles puissent quand même retrouver une vie... Mais c'est pas trop tard. Et c'est pas trop tard. Voilà. Et en fait, c'est ça, exactement. Il faut leur dire, en fait, c'est pas trop tard. Même quand on sort, là, qu'on n'a plus son 100%, on se dit, ah ben c'est bon, le cancer. Et on a l'impression que du coup, ça intéresse plus personne autour. Ces périodes-là qui sont ouais, on en parlera avec Faustine après. C'est après, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on est encore là. Toutes. Ouais, c'est besoin. Non, et puis bon, il y a plein de petites choses qu'on peut améliorer. Avec Marie, on a déjà fait plusieurs interventions là-dessus. C'est des soins locaux, alors ça passe par de l'acide hyaluronique local, ça passe par... après, il y a... Tu parles des oui. Pour les douleurs, là, tu parles pour les douleurs, des sécheresses dont on parlait il y a... Ok. Voilà. Donc, tu disais, donc, vous avez travaillé sur des soins comme l'acide hyaluronique, c'est ça? Oui, alors après, il y a des choses qui se mettent en place maintenant presque systématiquement pour ce genre de douleur et ce genre de prise en charge. C'est des petits conseils qui sont à la portée de tous les professionnels de santé, mais encore faut-il d'une part s'y intéresser, mais surtout que la patiente soit assez à l'aise pour en parler. Bien sûr. C'est une problématique qui n'est pas systématiquement abordée, qui est même compliquée à aborder. Donc effectivement, avec Ludivine, on fait ce travail-là. Après, les soins locaux, que je te laisserai peut-être un peu plus détailler, mais il n'y a rien d'exceptionnel, mais encore faut-il y penser, le proposer et dire voilà, cette crème là que vous trouvez chez les commerçants, c'est pas écrit sur la notice, mais en fait vous pouvez l'utiliser comme ça et vous allez voir, c'est génial et ça coûte pas trop cher parce que pour le coup la plupart de ces traitements là sont pas remboursés. Bien sûr. Et en fait elles reviennent et alors des fois elles disent non, ça n'a pas marché, ça c'est évidemment, ça existe, c'est possible et on trouve d'autres alternatives, mais parfois c'est en fait ça marche super bien. Et juste, elles n'avaient pas pensé à en parler, on n'avait pas forcément pensé à l'évoquer non plus, et on arrive à améliorer leur confort comme ça. Puis plus on le met en place tôt dans le traitement, meilleure la réponse elle est aussi. Donc ça, c'est bien aussi que les patientes elles le sachent, parce que même si elles sont pas encore dans cette dynamique-là de penser à leur sexualité parce qu'elles sont en plein dans leur traitement ou elles se remettent de leur chirurgie, elles savent qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Elles l'ont entendu et quand elles vont être prêtes, encore une fois, quand on parlait tout à l'heure de la reconstruction, elles pourront se reconstruire aussi en ayant ces conseils-là. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Pour le 4e thème, on a décidé de parler de l'équilibre et de la santé mentale après le cancer. Donc la première question, c'est est-ce que c'est normal de se sentir perdu ou vide après la fin de ses soins ? Alors étonnamment, oui. Et ça aussi, ça fait partie des autres tabous, comme pour la sexualité. C'est des choses qui sont pas trop évoquées, puisque les patientes, elles sont un peu prises dans ce paradoxe de c'est fini, on m'a dit que les soins étaient terminés et je dois pouvoir profiter maintenant de cette fin de parcours médicamenteux, chirurgical. Et puis elles se retrouvent laissées un peu à elles-mêmes. Il y a les suivis qui s'espacent. Et elle se retrouve sans trop savoir vers quel sens se vouer finalement. Et donc elles sont dans ce paradoxe et n'osent pas aussi en parler. Donc c'est ça qui est important, il faut aussi un peu normaliser le fait que ce soit ok de pas aller bien après et de pas se sentir forcément aussi bien entourée qu'au départ. Souvent ça a pu être dit sur les interventions qu'on a fait toutes les 4. Avec l'asso et donc c'est là où c'est important de leur dire que c'est ok. C'est important qu'elles appréhendent un peu ce vide aussi parce qu'elles vont retrouver une normalité d'existence. Il n'y a plus la course à tous les examens. Et alors pas dans le même sujet mais plutôt dans la continuité, comment est-ce qu'on gère l'angoisse d'une rechute après les traitements ?
Alors là aussi, la peur, elle fait partie de cette expérience qui est quand même une expérience qui est effrayante. C'est ok d'être un peu angoissé avant les examens. Ça fait partie des choses qui peuvent être utiles, d'avoir une vigilance. Il faut juste pas rentrer dans une hypervigilance qui là va être épuisante. Donc il faut pas hésiter à en discuter aussi avec les professionnels qui accompagnent ces femmes pour pouvoir voir qu'est-ce qui fait partie de la vigilance un peu normale et qu'est-ce qui est dans l'hypervigilance. Ouais, parce qu'au final, c'est quand même normal d'avoir peur à chaque fois qu'on passe un contrôle ou qu'on va avoir un... On peut pas leur dire non, il faut arrêter d'avoir peur. Et puis, faire de la négation émotionnelle comme ça serait complètement contre-productif. Et ça fait partie des réactions humaines. Il faut juste pas que ça devienne quelque chose d'envahissant et qui soit une perpétuelle pensée. Si jamais je rechute, à ce moment-là, il y a plein de choses qui vont être importantes à mettre en place. Il y a des techniques de respiration très simples, la cohérence cardiaque. Il y a dans les soins de support qui sont amenés aussi, la sophrologie, des choses qui apprennent à reprendre un peu le contrôle de ses émotions et de pas se laisser envahir. Merci beaucoup. Et alors évidemment, on parle de santé mentale. Souvent, quand on en parle, on pense prioritairement à la personne qui est en parcours de soins. Mais qu'en est-il évidemment de la santé mentale des accompagnants? Comment est-ce qu'on peut aider un proche sans s'oublier soi-même? Alors là, c'est difficile comme question. Exactement. Priorité, pour pouvoir bien aider les gens, il faut aussi prendre soin de soi et garder du temps. Ça paraît un peu égoïste comme ça, mais pour bien soutenir, il faut aussi être un peu solide. Et donc, il faut avoir ces espaces, maintenir aussi les activités qu'on faisait auparavant pour pouvoir tenir sur cette longue course. C'est un marathon. Il faut pouvoir exprimer ses peurs, ses émotions. Et tout à l'heure, Marie disait, on n'est pas dans l'attaque quand on dit quelque chose, mais de dire je suis fatiguée, moi aussi j'ai peur. C'est important qu'il y ait de la communication et que la relation elle reste vraie et pas qu'on mette les personnes malades dans une bulle, de les préserver de tout, parce que je pense qu'en plus elles le sentent et que ça met aussi en difficulté. Bien accompagner, c'est de pouvoir déjà bien communiquer et puis s'accorder du temps et s'accorder aussi des temps de relais. C'est important de pouvoir partager tout ça. L'accompagnant, c'est pas forcément le ou la partenaire, ça peut être plein de personnes différentes de l'entourage, on le voit beaucoup. On avait eu des témoignages d'enfants, de conjoints, de parents. Et donc ça, c'est vraiment assez générique de le dire comme ça. Il faut s'accorder du temps, il faut savoir dire quand ça va pas aussi. Et c'est pas de l'égoïsme, au contraire. On avait parlé aussi de degré d'accompagnement. Il y avait l'accompagnant de l'accompagnant de l'accompagnant. C'est quelque chose qui se répercute. Comme elle disait Faustine, quand on essaie de prendre du temps ou qu'on essaie de souffler, on va chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui devient du coup l'accompagnant de l'accompagnant. Toute cette hiérarchie-là, elle a de l'importance. Et il y a quand même des groupes de parole, il y a des psychologues dans les services d'accompagnement. C'est hyper important d'aller les solliciter. Parfois, les patients, ils arrivent, ils sont pas bien. Moi, je les vois pas forcément dans le cadre d'un accompagnement. Mais quand on va chercher, ils nous disent « Ah oui, mais en ce moment, j'ai un de mes proches qui est en chimio, qui est en chirurgie. » Et en fait, finalement, ils vont pas solliciter non plus dans les services les psychologues. Et parfois, une seule consultation permet de remettre un peu des choses sur les rails et de s'accorder ce temps-là. Ouais, c'est vrai que nous, souvent, on propose le psychologue au début. Et on dit, cette proposition, elle sera valable à tout moment, parce que souvent, les gens, à ce moment-là, ils disent non. Parce qu'en fait, ils sont là, non, mais pas de problème, c'est bon, je gère, voilà. Et c'est vrai, en fait, sur le coup, ils gèrent, ils viennent de se prendre le tsunami sur la figure et tout. Et ils gèrent, c'est clair. Mais c'est vrai que... la santé mentale, elle arrive dans un second temps, en fait. Il y a l'impact, il y a le côté un peu survie. Bon, alors vite, qu'est-ce qu'on va mettre en place? La santé mentale, c'est aussi dans la qualité de vie. Donc ça vient malheureusement dans un second temps dans la hiérarchie. Peut-être qu'on oublie de le rappeler, ça. En fait, c'est vrai que nous, après, on l'a dit une fois et on se dit, on l'a dit une fois. Oui, bien sûr. Quand on voit des gens vraiment en détresse, on le répète, mais c'est vrai on peut aller mal sans que ça se voit forcément trop et
C'est le principe aussi de en fait, travailler c'est tous surtout, ensemble. il faut pas et- arrêter de dire que c'est ok que ça soit pas ok, parce que ça c'est valable, c'est un message de santé mentale global. Les gens osent pas dire qu'ils vont pas bien parce que ils vont se sentir stigmatisés, vulnérables. C'est des choses qui vont venir, qui vont être un peu négatives, alors qu'en fait c'est hyper ok que ça soit pas ok, et c'est plus ça la forme de force de dire je vais pas bien et j'ai besoin que on vienne m'aider à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment un message qui a donné, je trouve, tout du Et long. puis surtout dans l'après, comme tu avais pu le dire sur d'autres interventions où les patients t'entendent que t'es guéri en fait, donc c'est bon. Tu te vois aller mieux. Alors que c'est justement le moment où il y a un contre-coup qui peut être important. T'as de la chance, t'es guéri, donc en gros... T'as pas le droit de pas aller bien après les traitements parce que t'es guéri, quoi. Surtout que j'imagine, peut-être que c'est pas ça du tout, mais j'imagine que cette période-là, autour de l'annonce de la guérison, la rémission, etc., c'est le moment où on réalise ce qui vient de se passer. Donc c'est hyper difficile de faire la part des choses sur la suite, sur comment on se sent, sur ce qu'on vient de vivre. C'est très intense. Et pour revenir aux accompagnants, comment est-ce qu'ils peuvent parler de leurs émotions sans culpabiliser la personne malade? C'était un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, finalement, c'est de toujours partir sur le jeu. Je me sens fatiguée, j'ai peur, là j'ai été inconfortable dans cette situation, ça c'est trop pour moi, plutôt que d'être dans le tu où la personne en face peut vite se sentir aussi un peu attaquée. Donc il n'y a pas du tout besoin de ça, l'idée c'est d'échanger. Je pense que c'est hyper important de pouvoir dire qu'on a peur, qu'on est fatigué, qu'on est présent, mais que c'est difficile. Bien sûr. Voilà. Parce que la personne malade aussi, elle est pas dupe, hein, elle voit bien que l'autre est en train de masquer, ça rajoute du souci et finalement ça devient complètement contre-productif. Et c'est une guerre qui se mène à plusieurs. Il y a évidemment un combattant principal dans ces pathologies-là, mais il y a l'armée derrière et il faut que tout le monde puisse faire front. Ouais, puis c'est une sorte de rupture de la communication, alors qu'on a dit que justement c'était primordial. De ne pas dire, c'est rompre quelque part. Même si ça part Le d'un bon dialogue, sentiment même si au ça part d'un départ, bon en se disant sentiment, je veux voilà. pas lui rajouter ce souci et tout. En fait, quand on vit avec quelqu'un ou quand on côtoie quelqu'un, souvent, ce qu'on nous dit pas, on sait pas ce que c'est, mais on sait bien qu'il y a un truc qui est pas dit. Donc, Merci beaucoup. C'était la dernière question de ce podcast. Pour l'instant, on rappelle que tout ce dont on n'a pas encore parlé sera abordé sous forme de tuto, du coup, sur les réseaux de Belle et Rose. Les singulières, merci pour vos conseils précieux. merci à toi. On vous retrouve très vite, comme je le disais, dans de nouvelles vidéos qui permettront de compléter les échanges et d'apporter des réponses à d'autres questions. C'était Louane et les singulières pour Confidentiel, le podcast de Belle et Rose. Bisous. Merci.